Sébastien. Donc, je suis très contente de faire partie de ce groupe, de ce FHU, et de travailler donc, avec l'équipe, notamment du CIC, très régulièrement au quotidien. Donc, on m'a demandé de parler de l'obésité et donc de prendre l'exemple. Je suis obèse et je veux prendre soin de mon cœur, donc qu'est-ce que je dois faire? J'ai mis une petite diapo de rappel de diapo que Jean-Sébastien a déjà montré pour vous illustrer qu'effectivement, on se place plutôt dans ces causes métaboliques qui peuvent en fait être associées évidemment à d'autres causes. C'est pas parce qu'on a une obésité qu'on ne peut pas avoir une autre maladie. Même, je vais vous montrer qu'on a volontiers d'autres maladies associées. Diapositive suivante. Ça, c'est juste une diapo pour vous montrer, comme on parlait du sujet jeune, que l'obésité, c'est une maladie qui effectivement a une prévalence mondiale qui augmente constamment, et notamment chez les jeunes. Donc là, ce qu'on voit, c'est entre 75 et 2016 chez les filles en haut, et en dessous, c'est les garçons entre 75 et 2016, et on voit que l'IMC médian, il n'est pas très élevé, hein, il était à 17, maintenant à 18,6, 16,8, 18,5, mais en gros, il a quand même pris 2 points en moyenne donc ça fait en 30, 35, 40 ans. Donc on voit que voilà, la population générale mondiale grossit, et notamment les jeunes, avec probablement de plus en plus de jeunes qui vont arriver en situation d'obésité. Et pourquoi c'est gênant pour le cœur? On sait que l'excès de masse grasse, ça va entraîner pas mal de modifications. On s'intéresse de plus en plus, depuis quand même un petit moment, au tissu adipeux. On sait que ce tissu adipeux, il sert à stocker l'énergie, mais il fabrique aussi des molécules pro-inflammatoires et qui va avoir donc un rôle délétère sur l'ensemble de l'organisme. Ça va donner du diabète, de la NASH, qui est en fait l'atteinte hépatique par l'obésité éventuelle du diabète, des coronaropathies, et puis ça peut donc entraîner des modifications du cœur et une insuffisance cardiaque. Il y a aussi une complication qui est classique et qu'on oublie parfois, qui est le syndrome d'apnée-hypopnée, ce qu'on appelle le SAS, syndrome d'apnée du sommeil. Merci, je vais y arriver. Il n'y a pas de flèche dans ce petit truc, mais je pense qu'on pourrait rajouter une flèche vers l'insuffisance cardiaque, parce que c'est probablement aussi... Ouais, il y a probablement... alors, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est l'obésité n'est pas forcément toxique de la même manière selon la façon dont elle est répartie. Et ce qu'on sait maintenant bien identifier, c'est que parfois, ce n'est pas les patients les plus obèses qui sont les plus graves. Et ce qui est embêtant, en fait, c'est d'avoir l'obésité autour des viscères, à l'intérieur du thorax, à l'intérieur autour du cœur, dans le cœur, autour du foie, dans le foie, etc. Et ça, l'obésité viscérale, maintenant, on la connaît un peu mieux. C'est un tissu adipeux un peu particulier qui fabrique encore plus de molécules pro-inflammatoires et qui est encore plus toxique pour l'organisme. Donc, voilà, il faut savoir identifier ces patients-là qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus gros. Et d'ailleurs, on le voit, hein, parce que quand on va en musique, on voit que les patients, ce n'est pas forcément des obèses sévères, c'est parfois juste des gens qui ont un surpoids androïde volontiers du ventre. Un gros ventre, c'est comme ça qu'on les identifie. Alors, on m'a parlé de dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, en nutrition, ça reste, vous allez voir, il y a des choses nouvelles, mais enfin, il y a des choses quand même assez anciennes. Hippocrate nous avait déjà expliqué qu'il fallait prendre soin de nous en faisant attention à ce qu'on mange. Diapositive suivante. Mais à l'heure actuelle, on ne sait plus quoi bouffer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, diapositive suivante. L'équilibre alimentaire, c'est toujours un peu tarte à la crème. Hein. C'est des diapositives où on explique voilà, l'équilibre alimentaire. Donc, je vous ai remis des grands principes. Mais en fait, ces grands principes qui paraissent un peu neuneux, ils restent vrais. Ils sont tout à fait justes. L'idée étant pas d'imposer de façon, comment on pourrait dire, dictatoriale à l'ensemble de l'humanité une alimentation qu'on jugerait bonne pour la santé, mais c'est d'essayer autant que possible d'améliorer et d'équilibrer l'alimentation en partant de ce que les gens font et en essayant d'aller vers quelque chose de meilleur sur le plan notamment cardiovasculaire et métabolique. Alors ça, je vous épargne ça, c'est les recos de l'ESC 2021 qui viennent de sortir. Mais ce que je vais vous montrer, diapositive suivante, c'est qu'en fait, les recommandations du PNNS, qui sont les recommandations du plan, ça s'appelle le Programme National Nutrition Santé de l'État français, en fait, qui est de Santé publique France, est assez proche des recommandations de l'ESC. Simplement, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'ESC, ce qui est important de se rappeler, c'est que le sel, c'est moins 5 grammes par jour. Ce qui est à la fois un objectif, on pourrait dire pieux. Est-ce qu'il est raisonnable? Je ne sais pas. Parce que qui mange moins de 5 grammes de sel par jour à l'heure actuelle dans le monde? Je ne sais pas. Je n'en connais pas. Donc le PNNS est plus prudent et lui, je n'ai pas laissé, mais il dit qu'il faut réduire sa consommation de sel, ce qui paraît déjà plus raisonnable.
Et puis après, ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce que vous aviez peut-être connu, qui était 5 fruits et légumes par jour, etc., ils ont essayé d'affiner un peu. Ils ont collé. Alors, c'est quand même des recommandations qui sont basées sur la littérature scientifique, hein, qui sont quand même fondées sur les preuves pour pouvoir donner ces recommandations à l'ensemble de la population française. Donc, ce qu'ils ont changé, ils ont gardé les fruits et légumes, mais on s'est rendu compte que c'est juste une histoire de sémantique. Mais comme on a dit 5 fruits et légumes, les gens ils ont retenu 5 fruits parce que c'est trop long comme phrase. Donc, il faut se rappeler que c'est 5 fruits et légumes et que c'est plutôt 3 légumes et 2 fruits. Ensuite, sur les féculents, ils ont rajouté les légumineuses parce qu'ils ont diminué la consommation de viande, notamment de protéines. Donc, on augmente les légumineuses qui contiennent des protéines. On enrichit en céréales complètes. Vous voyez, c'est des choses assez classiques, hein, qu'on connaît. Ce qui est un petit peu plus nouveau, c'est la poignée d'oléagineux par jour. Je vais vous montrer pourquoi. La charcuterie, on limite évidemment parce qu'il y a du sel notamment, et puis aussi pour d'autres raisons, les nitrates, etc. Et puis ce qui a changé, c'est les jus de fruits. Les jus de fruits, maintenant, c'est classé dans les produits sucrés, c'est fini. Donc les pubs pour le Tropicana le matin au petit déjeuner, on peut oublier, normal. Pas de jus de fruits, c'est de l'eau, il faut boire de l'eau. Voilà, donc après, c'est le régime totalitaire. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous explique ce qui est recommandé. Alors, pourquoi on dit des poignées d'oléagineux? Parce qu'il y a une étude assez marrante, Prédimètre, qui est une étude espagnole, qui a montré déjà en 2013. Alors, c'était une étude chez des patients qui étaient quand même plutôt en prévention secondaire. Il y avait les deux, je crois qu'il y avait de la prévention primaire aussi. Bref, on offrait à des Espagnols une poignée, enfin l'équivalent d'une poignée par jour d'oléagineux, donc d'amandes fraîches, noisettes, etc. Ou 1 litre d'huile d'olive par semaine, donc l'équivalent d'1 litre d'huile d'olive. Donc je crois qu'ils recevaient carrément des bidons de 5 litres, hein, je ne sais plus. Et en gros, en enrichissant soit en huile d'olive, soit en noix, noisettes, amandes, on a montré qu'il y avait une diminution du premier endpoint qui est souvent utilisé en cardiologie, qui est le MACE. Donc il y a à la fois les infarctus, les AVC et la mortalité cardiovasculaire. Et donc ça, c'est ce qui a entraîné cette mode, entre guillemets, de manger des amandes, etc. Et donc ça reste... il faut le faire. Tu le fais. Alors par contre, c'est évidemment pas des amandes avec du sel. C'est des amandes naturelles. Sinon, ça marche. Alors sur l'obésité en particulier, il y a des recommandations. J'ai remis ça parce que c'est ce qui est écrit dans la HAS, dans les recommandations de la HAS, mais bon, peut-être pas obligé de regarder ça. Mais en gros, ce qu'on sait, c'est que c'est très difficile, qu'il faut des consultations rapprochées, répétées, qu'elles ne sont pas remboursées, notamment en ce qui concerne les diététiciennes. Les psychologues, ça vient d'être annoncé hier, mais ça n'était pas remboursé non plus quand il y a des difficultés, des troubles du comportement alimentaire, des difficultés psychologiques. Donc en gros, voilà, il faut vraiment suivre les gens, mettre le paquet, faire un suivi programmé. Il faut regarder s'il y a de l'obésité viscérale et pas se contenter de l'IMC. Il faut regarder aussi la répartition, notamment en prenant le tour de taille. Et puis, diapositive suivante. Ce qu'on sait, voilà, c'est que même si il faut faire des modifications à la fois diététiques et en termes d'activité physique, on sait que la portée de ces modifications, malheureusement, elle est limitée. On n'est pas très bon, nous les médecins nutritionnistes. La perte, elle est souvent limitée de 3 à 10% du poids initial. C'est difficile à maintenir dans la durée. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, qu'on n'a peut-être pas le temps de détailler, mais voilà, on sait qu'on n'est pas très bon et que c'est difficile. Diapositive suivante. Alors, du coup, il y a eu l'avènement de la chirurgie bariatrique. Ça, c'est une étude qu'on connaît très bien, qui est SOS, la Swedish Obesity Study. Donc, c'est chez des Suédois. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit en haut, sur 20 ans, des gens qui ont été suivis quand même en Suède. Donc, normalement, dans des centres de soins assez bien fichus, on est bien suivis. C'est quand même dans le cadre d'une étude. On voit l'efficacité de notre prise en charge, c'est moins 3% de perte de poids à 20 ans. Donc c'est vraiment encourageant, on a raison de travailler. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas pris de poids, ce qui est déjà pas mal, mais, en 20 ans. Mais en tout cas, ils n'en ont pas perdu. Et la chirurgie bariatrique, en dessous, il y a différentes techniques, mais on voit qu'il y a quand même un maintien des pertes de poids importantes et puis un maintien à long terme. Donc ça a quand même vraiment considérablement changé notre vision de la chirurgie bariatrique. Diapositive suivante, ce d'autant qu'on a montré dans le même temps que chez les patients opérés, il y avait une réduction des événements cardiovasculaires et notamment des décès cardiovasculaires. Je crois que j'ai mis les événements à droite et la mortalité. Donc ça quand même bien montré que la chirurgie bariatrique, ça doit être envisagé. C'est évidemment pas réservé à toutes les obésités, c'est réservé aux obésités sévères, mais ça marche et ça fait diminuer la mortalité cardiovasculaire. Diapositive suivante, et puis
Il y a maintenant des médicaments. Le problème des médicaments dans l'obésité, on ne va pas détailler, mais il y a un passif encombrant avec quand même pas mal de casseroles, notamment en France. Diapositive suivante. Il y a plusieurs molécules disponibles dans le monde, mais en France, en réalité, il y en a très peu. Il y a l'Orlistat, mais qui n'est pas recommandé, qui n'est pas remboursé. Et puis, il y a le liraglutide qui est en bas à droite, qui est recommandé par l'Europe, qui a maintenant une AMM en France, mais qui n'est pas remboursé et qui coûte 250 à 300 € par mois. Donc, on est quand même limité en termes de médicaments, mais on a de l'espoir du côté du liraglutide, qui est à droite, vous voyez, qui permet de perdre quand même pas mal de poids. La perte de poids est en bas, et en haut, c'est la probabilité d'avoir des effets secondaires. Et il est assez bien toléré. Alors que l'Orlistat, qui était à une époque commercialisé sous le nom de AI, peut-être connu, c'était un inhibiteur des lipases intestinales, il donne des troubles digestifs. En gros, il donne la diarrhée, donc il n'est pas très bon toléré. Il ne fait pas perdre beaucoup. Diapositive suivante. Donc, il y a un peu d'espoir du côté du Saxenda, qui est donc un analogue du GLP-1, qui est ce qu'on appelle le liraglutide, qui est utilisé à 3 mg dans l'obésité, mais qui n'est pas remboursé. Du coup, son accès est actuellement encore très limité. Alors, ce qui est intéressant quand même pour des cardiologues, c'est de savoir que c'est un médicament qui a montré dans le diabète un bénéfice cardiovasculaire majeur. Donc, on est quand même très tranquille de ce point de vue-là. Diapositive suivante. Et puis ça, c'est juste quand même pour ne pas oublier l'activité physique. C'est une étude que j'aime bien, qui n'est pas spécifiquement chez l'obèse, mais qui montre, en fait, c'est peut-être un peu compliqué à lire, mais dans le petit tableau, vous avez le nombre d'heures par jour que vous passez assis. En gros, on est tous maintenant, quel que soit notre travail, assis devant un écran. Et vous voyez qu'on peut passer moins de 4 heures assis, 4 à 6 heures, 6 à 8, plus de 8 heures. Et pour compenser cette sédentarité, on va faire de l'activité physique ou pas. Donc il y en a qu'on ne font pas en haut et puis il y en a qu'on font beaucoup en bas. Et pour ramener en fait son risque je crois que c'est un risque de mortalité, c'est un critère dur, à 1, si on passe plus de 8 heures assis par jour, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est plus de 35 mètres heure par semaine. En gros, c'est ce que j'ai mis en gros, 60 à 75 minutes jour d'activité physique d'intensité modérée. Donc avec les recommandations de 20 à 30 minutes d'activité par jour, on n'est pas bon. Il faut faire beaucoup plus, je te confirme. Voilà, donc pour compenser la sédentarité qui est presque obligatoire dans notre mode de vie actuel, il faut bouger un max, tous les jours. Donc c'est plus violent que ce qu'on peut dire. Bref, diapositive suivante. Juste, voilà, pas oublier que c'est pas parce qu'on est obèse qu'on n'a pas le droit d'être traité comme tout le monde. Donc on prend en charge évidemment le tabac, l'hypertension artérielle, dyslipidémie. On a les mêmes objectifs que chez les autres patients. On traite aussi s'il y a un syndrome dépressif. C'est pas que le poids qui donne un syndrome dépressif. Hein. On peut avoir un authentique syndrome dépressif. Il faut le traiter. Les douleurs des genoux. Souvent, les rhumatos disent vous avez qu'à maigrir. On peut faire des infiltrations à une personne obèse pour nous soulager. Ça va l'aider à faire de l'activité physique. Diapositive suivante. Voilà, ça c'est juste une diapo qui est peut-être un peu pessimiste, mais qui permet quand même de savoir voilà, qu'on n'est pas très bon, que c'est difficile, que c'est une maladie chronique, qu'il y a quand même de l'espoir avec la chirurgie bariatrique et puis les nouveaux traitements du diabète, notamment les analogues du GLP. Super.